chaque jour des surprises, chaque jour l'évidence qui s'affirme. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La France de Macron, alors que tout le monde est préoccupé par le procès de Marine Le Pen ou la position du RN ou je ne sais pas quel fait divers ou affaire de violence, comme il y en a de plus en plus évidemment en France, compte tenu du mal-être, compte tenu de tous ces flux de migration qui ont été voulus pour arriver à ce résultat, de la même manière qu'aux États-Unis, de la même manière que partout, parce que de toute façon, il faut que les pays deviennent multiethniques, à part Israël, pour que ils deviennent incontrôlables, puisque toutes les ethnies, toutes les minorités, tous les groupes qui sont ainsi créés ont des demandes diverses. Ils se regardent avec méfiance, avec défiance, avec haine. Le seul pays qui réussit à peu près à organiser ça, c'est la Russie, la Sainte Russie. Et c'est pour ça qu'en réalité, c'est l'objectif principal. Mais je vais y revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la France des droits de l'homme, vient de dire aux yeux du monde que elle n'arrêterait pas Netanyahou ou Galland s'il venait en France. Et l'argument juridique, parce qu'évidemment, des tas de juristes ont essayé de réfléchir à la manière d'éviter d'avoir à condamner, entre guillemets, l'ami israélien, celui qui crée un génocide à Gaza, celui qui a détruit complètement le sud du Liban et complètement Beyrouth, et qui de toute façon a décapité le Hezbollah. Donc il n'y a que les prétentieux et les imbus et les idiots qui croient l'inverse. Les mêmes idiots qui racontaient tout ce que pouvait dire Kadhafi ou Saddam Hussein ou d'autres dirigeants quand ils faisaient les fanfarons en disant qu'ils étaient très forts, qu'ils étaient très résistants. Et on a vu le résultat. Le résultat, c'était de tuer et de massacrer les populations et de ramener ces pays à l'âge des cavernes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'armée libanaise, entre guillemets, qui n'a rien fait, par ailleurs, depuis des mois, alors que des milliers de Libanais sont morts, l'armée libanaise n'a rien fait pour protéger son pays de l'invasion israélienne et des bombardements sur Gaza. Eh bien maintenant, l'armée libanaise va protéger l'armée israélienne des civils qui veulent rejoindre leur domicile. Alors on a comme d'habitude tous les naïfs de la résistance, surtout les Américains, malheureusement, qui souvent voient juste, mais qui disent, regardez les images de Liesse et tout, les Libanais sont contents, ils crient victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ou 5 personnes sur une mobilette qui disent « Viva, le Hezbollah a fait reculer Israël ». Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ces images, elles ressemblent aux mêmes images de Liesse qui étaient complètement truquées, qui ont été présentées en Irak ou en Libye ou n'importe. C'est pour les opinions publiques. C'est pour donner l'impression que Macron et autres ont fait, entre guillemets, du mal à Israël en imposant une paix qui serait, entre guillemets, favorable au Hezbollah. Mais c'est quoi le Hezbollah aujourd'hui? L'essentiel des armes du Hezbollah, elles étaient au sud Liban, ça a été entièrement détruit et maintenant ils n'y ont même plus le droit d'accès, d'après le protocole. Et c'est quoi la direction du Hezbollah? C'est plus rien, ils ont tous été tués les uns après les autres. Si vous n'avez pas conscience de ça, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Ça a été dépecé. Il n'y a plus rien. Donc Israël peut s'arrêter. Ils ont tout détruit. Même au moment où, entre guillemets, les derniers survivants du Hezbollah étaient en train de discuter de cette proposition de paix qui leur était amenée, soi-disant, par des amis français et américains qui voulaient les aider, ils se sont fait bombarder, exactement comme Nasrallah, quand la France, par l'intermédiaire de l'Iran, avait fait croire qu'une paix était possible, un cessez-le-feu était possible. C'est ça qui s'est passé. Quels sont les interlocuteurs
au niveau du Hezbollah? Vous en connaissez? Vous êtes capable d'en nommer un seul? Quelqu'un qui peut représenter le Hezbollah? Donc le Hezbollah, c'était, entre guillemets, devenu une résistance un peu désorganisée qui recevait effectivement quelques missiles pour continuer à donner le change. Mais ça n'existe plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques années avec une nouvelle guerre qui éclate en Syrie. Comme par hasard, subitement, les terroristes, la résistance, avec des noms fort sympathiques, recommencent à gagner du terrain. Et d'où ils gagnent du terrain? Évidemment, de zones contrôlées et préservées depuis des années par les Américains et éventuellement et surtout, en fait, par Israël. Parce qu'en réalité, tous ces conflits, partout où ils ont lieu, c'est toujours la même chose, y compris en Russie. Est-ce que je dois revenir sur l'histoire? Qui a financé réellement l'ascension d'Hitler? Qui l'a encouragé? Qui? Mais faites des recherches. Les financiers qui ont aidé l'ascension d'Hitler. C'est important. De la même manière, si on remonte un peu avant, la révolution, entre guillemets, bolchevique, c'était quoi? C'était la décapitation de la famille Romanov et de l'aristocratie orthodoxe russe, donc chrétienne. Mais qui a pris le contrôle ensuite total de la Russie? Qui a pris le contrôle de la Russie? À quoi ressemblait, entre guillemets, le politburo russe de cette époque bolchevique? Qui ont été les personnes qui se sont montrées aussi cruelles? On les étiquette de communistes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner une autre étiquette quand on fait un peu de recherche historique? Au cours des dernières semaines, il y a des choses dont j'avais entendu parler vaguement sur les enquêteurs américains qui sont allés en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale et qui ne sont pas du tout revenus avec des conclusions qui étaient compatibles avec tout ce que les médias disaient et qu'on a obligé à se taire. Tous ces historiens qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé en Russie, mais à comprendre également comment l'ensemble du dépeçage de la Russie n'a profité qu'à certains. Tous les grands oligarques russes qui ont pompé comme des vampires toute la richesse russe. Où est parti cet argent pendant si longtemps? Combien de temps il a fallu à Vladimir Poutine pour se libérer de ça et aujourd'hui avoir réellement la possibilité, après s'être attaqué au prosélytisme LGBT+, ce qui a déjà été un gros problème pour lui, il s'est attaqué à Israël qui est en train de mettre réellement KO le monde. Et je me suis intéressé aussi récemment à ce qui s'était passé pendant la période Milosevic en Yougoslavie et aux minorités albanaises et à l'évolution de la presse au fur et à mesure des années. Au début, les articles disaient c'est quoi cette minorité albanaise en Yougoslavie, toutes ces exactions, la volonté de gagner en autonomie ou autre. Et puis d'un seul coup, changement de stratégie. En fait, les Albanais, la minorité albanaise en Yougoslavie est victime et il va falloir bombarder Belgrade, une des plus vieilles et des plus anciennes villes d'Europe, tuer toute forme de possibilité de sécurité et de stabilité dans ce pays et y mettre des gouvernements amis après avoir dépecé ce pays puissant. Et qui a encouragé? Le président Clinton à l'époque. Qui a encouragé le pouvoir politique en France et ailleurs? Vous vous rappelez? Kouchner, BHL, etc., etc. On a toujours cette même stratégie
de transformer des pays qui sont des pays chrétiens et qui sont fiers de leur foi et de leurs racines, et en l'occurrence orthodoxes en Yougoslavie, pour essayer d'en faire des pays soit multiethniques, soit des tout petits pays qui sont très facilement obéissants, entre guillemets, à cette espèce de nouvel ordre mondial qu'on essaye par tous les moyens de nous imposer. Voilà ce qui s'est passé. La Russie a dit non. La Russie a dit non. Et la Russie a été sauvée quelque part par Helsinki, qui a trompé tout le monde. Lui qui était alcoolique, qui était tout ce qu'on veut. En réalité, pendant toutes ces années, il a permis la préparation et l'ascension de Poutine avec Alexis Sobchak et un certain nombre d'autres. Et juste au moment où il fallait, le moment vital, il a démissionné, fin 99, et il a désigné ce que la Constitution lui permettait de faire, Vladimir Poutine. Et personne n'a vu venir Vladimir Poutine. Et dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vous invite à écouter très attentivement le dernier discours extrêmement important de Vladimir Poutine. Ne croyez pas que ce qui préoccupe Vladimir Poutine, c'est des missiles ou des choses comme ça. Ce qui préoccupe Vladimir Poutine, c'est la conscience que le sort de l'humanité en ce moment est en jeu. Le sort de l'humanité est en jeu. Et la décision française, le cynisme de la décision française, le double standard de la décision française de ne pas arrêter Netanyahou, alors que les Français ont essayé par tous les moyens de convaincre la Mongolie ou tous ces pays qui accueillaient Vladimir Poutine de l'arrêter compte tenu du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui, dans le cadre de Vladimir Poutine, est absolument non avenu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été publié si vite. Et c'était des pressions politiques. En réalité, la Cour pénale internationale, elle ne sert, entre guillemets, qu'à défendre les intérêts de ceux qui l'ont créée. Mais même, malgré tout, elle n'a pas réussi à condamner Milosevic. Et toutes les conclusions ont montré qu'il était innocent de tous les crimes dont on l'a accusé. Parce que quand on regarde les faits, quand on regarde l'histoire réellement, pas celle qui est effacée, pas celle qui est imposée par les médias, pas celle qui est imposée par les images qu'on veut vous montrer. On vous montre les victimes du 7 octobre en boucle, en boucle, en boucle. Mais on ne vous montre jamais ce qui se passe à Gaza. Et donc, il y a même des gens qui disent « Mais non, il n'y a rien à Gaza. Tout le monde dit que c'est une catastrophe humanitaire et on voit rien. » Maintenant, il y a même des gens qui affirment que la population de Gaza, c'était 2 200 000 avant octobre 2023. Bientôt, ils diront 2 millions, on s'était trompé. Bientôt, ils diront 1,8 million. Alors que c'était 2,5 millions. Mais ils pourront dire ce qu'ils veulent. Il n'y a plus d'archives et d'administration. Donc, on pourra dire, bah oui, il n'y a eu que 40 000 morts. On parlera jamais de toutes les naissances qui n'ont pas eu. On parlera jamais de toutes les personnes qui sont dans des charniers. On parlera jamais de toutes les personnes qui sont mortes des suites de leurs blessures et tout, en disant que ça avait un lien, évidemment, avec les bombardements et les exactions d'Israël, les amputations sous anesthésie. Tout ça, on n'en parlera jamais. On ne parle que des morts sur le coup qui peuvent être reconnus. Mais quand les corps sont complètement démembrés et déchiquetés, qu'il n'y a plus de famille, qu'il n'y a personne pour dire qui c'est, eh ben, c'est la fosse commune. On n'en parle même pas. De toute façon, les chiffres sont tellement hallucinants. Mais que vous ne compreniez pas à quel point tout ça est cynique, tout ça est préparé. Vous avez vu, pour beaucoup d'entre vous, le niveau de la machine pilotée par McKinsey dans plein de pays pour nous faire gober les aberrations de la politique Covid partout dans le monde en même temps. Vous avez vu la précision des médias, des éléments de langage, des publicités, des lois qui ont conduit au pass vaccinal en France, de tout ça. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Il y a des personnes extrêmement intelligentes qui travaillent en bande organisée et qui passent leur temps à mettre en œuvre cet agenda. Alors pour les Américains, eux sont vraiment naïfs. Parce que leur seul intérêt à eux, c'est de rester une hyperpuissance mondiale.
Donc ça les dérange pas de détruire leurs alliés, l'Allemagne, etc., détruire Nord Stream, vendre de la merde, faire délocaliser aux États-Unis les usines des constructeurs automobiles et des équipementiers, etc. Ils en ont rien à foutre. L'Allemagne, c'est quantité négligeable. La Pologne, aujourd'hui, elle leur sert parce que militairement, c'est aux avant-postes et puis que les Polonais détestent les Russes. Donc, ils savent très bien qu'ils auront là un vivier extrêmement motivé pour se battre le plus conventionnellement possible. Parce qu'évidemment, les Américains ne souhaitent pas une guerre nucléaire. Ils souhaitent juste dire aux Russes, bah, soit vous la fermez, soit c'est un holocauste nucléaire pour tout le monde, et évidemment, vous ne le voulez pas. Et bien sûr, les Russes ne veulent pas. Et bien sûr, Vladimir Poutine ne veut pas. Qui voudrait un holocauste nucléaire? Personne. Et donc, c'est cette espèce de jeu de fou, vous savez, c'est comme dans James Dean, les deux voitures qui foncent l'une sur l'autre, et le dernier qui saute de la voiture. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais sachez qu'on est en permanence manipulé par les fausses informations, par les faux débats, par les fausses images qui sont cousues de fil blanc sur les pauvres. Alors selon les cas, là en ce moment, on veut diaboliser les migrants parce que ça aide à changer les opinions publiques pour qu'elles soient plus favorables avec la politique génocidaire d'Israël. Mais dans quelques temps, il faudra faire exactement l'inverse. Ils diront, mais non, les migrants c'est super, il faut tout leur donner, on rase gratis, les écoles, les domiciles, etc. En fait, tout est utilisé en permanence pour détruire, entre guillemets, les ethnies. Encore une fois, le monde entier doit devenir multiethnique. Bon, alors, personne ne se préoccupe trop de l'Afrique du Sud, hein. C'est colonisé 2.0, il y aura toujours une bonne guerre, des bons terroristes, des machins. Regardez tous les pays d'Afrique qui essaient de s'en sortir, vu qu'ils sont, enfin pour l'instant, en tout cas, la Russie et la Chine, malgré tous leurs efforts, ne réussissent pas à stabiliser ce qui se passe dans beaucoup de pays à cause des flux de terroristes qui, majoritairement d'ailleurs, arrive de Libye qui n'a servi qu'à ça, une espèce de poche permanente de terroristes. Et si le Nigeria peut servir un peu de la même manière, et puis pourquoi pas l'Afrique du Sud avec les excès de ce qu'ils ont appelé le Black Empowerment, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des zones en Afrique du Sud où il vaut mieux pas être blanc, et c'est pareil aux États-Unis, dans certaines banlieues. Et vous allez voir que le président Trump va se heurter à ça. Parce que tous ces fantasmes sur lesquels il va virer, entre guillemets, des millions de personnes, mais vous croyez que ça va se faire facilement? Vous croyez que ça va se faire tout seul? Tous les gens qui écoutent tout ça. En fait, c'est des messages qui sont passés. Évidemment, ça va être différent. Aujourd'hui, on est dans une phase eschatologique qui peut conduire à la fin du monde avec l'intelligence artificielle. Regardez les images maintenant. On a des drones chercheurs-tueurs comme dans les films sur le front. Les drones, ils sont envoyés. Les interviews sur les chaînes de télé pour encourager les gens à rejoindre l'armée, on leur dit mais c'est une version plus cool d'être soldat que les jeux vidéo. Tu vas vraiment pouvoir tuer les méchants avec des drones, avec des machins, etc. Enfin, mais c'est n'importe quoi. Les Américains qui annoncent qu'ils installent maintenant en permanence à Guam, donc face à la Chine, face à Taïwan, mais aussi la côte est de la Russie, une flotte de sous-marins nucléaires stratégiques, donc qui envoient des missiles balistiques, donc ils approchent de plus en plus de la côte. Mais cette escalade, c'est une escalade de joueurs de poker, parce que les Américains, entre guillemets, sont complètement manipulés par la politique que veut leur faire des organisations comme l'EPAC ou les grands groupes financiers comme BlackRock, etc. Puisqu'en fait, c'est eux qui ont un véritable pouvoir décisionnaire aux États-Unis, où on voit bien que tous les présidents sont des pantins, à part Trump qui est un empêcheur de tourner en rond, qui est incontrôlable, et c'est pour ça qu'ils ne le tolèrent pas. Mais en Europe, c'est pas pareil. En Israël, c'est pas pareil. Vous avez vu
le pouvoir qu'a acquis au fil du temps quelqu'un comme Macron. On vous raconte que son gouvernement est affaibli, etc. On vous dit ça depuis 7 ans. Les mêmes connards de marchands du temps vous expliquent depuis 7 ans que Macron va tomber enfin. Et il ressort en permanence plus renforcé, à tel point qu'il ose dire que la France n'appliquera pas le mandat d'arrêt contre Netanyahou parce qu'en fait, après quelques jours, il a vu que l'opinion publique était prête. Et Netanyahou, vous voyez, Netanyahou, depuis les années 80, il est au pouvoir. Depuis les années 80, on sait qu'il va faire preuve de barbarie vis-à-vis des populations des Palestiniens, et de barbarie vis-à-vis du Liban, et de barbarie vis-à-vis de la Syrie, et de barbarie vis-à-vis de l'Iran et de l'Irak. Je vous rappelle que l'Iran vient d'annoncer qu'elle allait se doter de l'arme nucléaire et qu'elle allait mettre en marche 1000 centrifugeuses. Pourquoi est-ce qu'ils ont annoncé ça? Pourquoi c'est si publiquement, etc. Est-ce que c'est pour donner une bonne raison de se faire bombarder par Israël? C'est possible. Parce que cette fois-ci, compte tenu des accords qui existent entre l'Iran et la Russie et la Chine, il est vraisemblable que ça ne se passera pas comme ça. D'ailleurs, la Russie est déjà en train d'intervenir auprès du gouvernement Assad en Syrie pour repousser les rebelles. Mais n'empêche que l'heure est grave. Et demain, Macron sera en train de mettre en place les derniers détails pour sa prise de parole, sa cérémonie le 29 novembre. 29, c'est 11. Novembre, c'est 11. 11, 11. Ce chiffre si particulier. 11 septembre, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce que je vous demande, c'est de commencer une neuvaine. J'ai mis l'angle de la caméra. Il faut qu'on se mette sous la protection de Marie, sous la protection de Jésus-Christ. Et je sais que c'est compatible avec mes frères et sœurs musulmanes, pas que les catholiques, pas que les orthodoxes. En fait, on a le même Dieu, on a la même envie de paix, la même envie de fraternité, d'altruisme, de charité. Arrêtons d'être opposés les uns aux autres. D'ailleurs, Assad, le président syrien, ne s'y trompe pas. Il vient d'ouvrir et de financer une université qui va faire des recherches, puisque la Syrie est un pays important dans cette région du monde, pour comprendre les racines de la chrétienté. Eh bien, il va investir massivement pour ça, et pour que des chercheurs montrent à quel point la chrétienté est également importante pour le monde musulman. J'y reviendrai en détail. Je vous demande, comme d'habitude, de partager mes vidéos, de les liker, d'essayer de m'accompagner dans cette aventure en me commandant du miel, en vous abonnant à ma lettre Substack, c'est tellement important. Vous savez, parfois, c'est désespérant, parce que je fais cette lettre pour laquelle je consacre énormément de temps, et là, c'était la période d'anniversaire, et il y a plein de personnes qui ont été abonnées, et qui ont pris un abonnement d'1 an il y a 1 an, et puis qui, cette année, quand le système leur a demandé s'ils voulaient repayer, n'ont pas payé. Et ce qui fait qu'en fait, après 1 an, eh bien, même si ma lettre a jamais été aussi lue, que j'ai jamais autant de commentaires enthousiastes, de personnes qui me disent à quel point cette lettre est importante, c'est comme un rayon de soleil pour les aider à comprendre ce qui se passe dans le monde, pour être en paix avec eux-mêmes, pour essayer d'aider leurs proches à comprendre, eh bien vous êtes de moins en moins nombreux à payer d'une manière ou d'une autre. Alors je sais pas, peut-être mettez-le en commentaire, il faut que je baisse le prix. Mais dans ces cas-là, vous avez la possibilité de faire un don avec PayPal, de faire un don avec Tipeee, de faire une commande de miel, de me rencontrer les yeux dans les yeux et de me donner quelques pièces, j'en sais rien. Parce que sans votre aide, je ne peux rien faire. Je ne peux pas continuer. Je peux évidemment continuer à profiter de la générosité de mes parents parce que mes économies ont complètement fondu. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez vraiment ça honnête, entre guillemets, de votre part aux uns et aux autres? Est-ce que la nourriture que je vous donne par mon travail, par mes vidéos, par mes lettres, par mes tweets, etc., n'a aucune valeur? Est-ce que tous les gens qui ont voulu m'aider il y a 1 an avec GoFundMe, maintenant il y a 4 personnes qui ont repris contact avec moi sur une centaine,
finalement on fait ça un peu sans trop y penser, et puis que maintenant ils ont récupéré l'argent et ils préfèrent le donner à quelqu'un d'autre ou faire comme s'ils n'avaient pas remarqué. C'est pas sympa. Sincèrement, vous imaginez ce que ça me donne comme impression? Évidemment, je ne vais pas juger parce que chacun a ses bonnes raisons. Mais c'est extrêmement décevant parce que 95% ne peut pas avoir une bonne raison de faire semblant de ne pas s'être rendu compte de cette situation. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Que ceux qui ont les moyens, que ceux qui peuvent, fassent un effort. Je vous remercie. En attendant, n'oubliez pas, priez, allumez des bougies chaque soir à 8 heures, mettez-vous devant une bougie, priez, soyez le plus nombreux à prier pour essayer d'inverser, entre guillemets, ces forces machiavéliques, ces pactes avec le diable qui sont de plus en plus nombreux. Parce que toutes les personnes qui se taisent devant les exactions du régime Netanyahou et la complicité des Français, des Américains, mais surtout des Français, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que le 8 octobre, c'était Macron qui était le chef de file pour permettre à Israël de faire toutes ces exactions. De la même manière que dès mars 2022, Macron était le chef de file de la guerre contre l'Ukraine. Il est toujours aux commandes. Et vous continuez à penser que c'est rien du tout. Mais demandez-vous comment un individu normalement constitué peut, depuis 14 ans, vivre avec quelqu'un qui a sans doute plus de 30 ans de plus que lui. Tout ça, c'est une mascarade. Et puis, juste un détail, jamais les écarts en France n'ont été aussi grands. Mais pas les écarts entre les pauvres et les classes moyennes ou les classes moyennes et les classes supérieures. Non, entre tout le monde des pauvres et des classes supérieures et les ultra riches. Mais pas parce que Macron les aime, mais parce qu'en fait, plus les gens sont fragiles dans leur vie de tous les jours, même les classes supérieures, plus ils sont dociles et plus ils sont obéissants. Donc Macron a détruit, entre guillemets, la société. Il a détruit le sentiment de stabilité et de sécurité qu'avaient les Français dans toutes les classes sociales, en détruisant le système de santé, en fermant des chambres dans les hôpitaux, en maintenant suspendus des tas de médecins, etc. Il a détruit le système éducatif avec le wokisme, mais aussi avec cette immigration complètement massive qui fait que plus personne n'ose s'exprimer sur l'histoire, sur la réalité, de peur de choquer. Wokisme, LGBT+. Il a détruit encore plus que jamais la place de la religion catholique en France. Mais comme plein de présidents du monde, en mettant sans cesse plus en avant le dîner du CRIF et la religion juive, comme étant la religion à absolument défendre quoi qu'il arrive. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal, sincèrement? Et tous les médias qui sont comme ça, la plupart des médias partout dans le monde. Alors oui, beaucoup de gens disent, mais Trump, Xi Jinping, Elon Musk, Ben Salman, Poutine, personne ne va nous aider. Alors, c'est possible. Moi, je crois à l'inverse. Je crois qu'ils sont en train de nager dans un camp de piranhas parce que le monde a été infecté et tuméfié par trop de coups, par trop de violence, par trop de lâcheté depuis des centaines d'années. Tout ça s'est passé tout doucement, imperceptiblement. Et c'est normal. Comment voulez-vous que dans une société de milliards de personnes, les choses comme ça aient pu se passer de façon acceptable? Ça ne pouvait pas être acceptable. Donc c'était une stratégie de petits pas. Détruire la famille, détruire la foi, détruire les genres, détruire les frontières, mais pas toutes les frontières, détruire l'éducation, détruire le sentiment que voter a une utilité. Qui croit encore que voter a une utilité? Et également la défiance vis-à-vis de tout, en fait. Les gens pensent que tout est un complot, tout est un mensonge, et puis finalement, chacun vient préparer ce. Je vous invite à regarder véritablement la suite de cette vidéo, je vous invite à m'aider, je vous invite à m'accompagner, je vous invite à être plus altruiste en ce qui me concerne, parce que franchement, c'est désespérant. Si vous saviez, c'est comme si j'étais, au nombre d'heures que je travaille,
peut-être c'est l'équivalent de 5 ou 10 centimes de l'heure. Au mieux. Au mieux. Ça fait pas beaucoup. Hein. Franchement, ça fait pas beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'aident. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui se contentent déjà d'écouter parce que c'est très important. Et je vous remercie de continuer à diffuser et d'écouter la fin de cette vidéo. À bientôt. La France et Israël, pour simplifier, qui sont dans l'eschatologie, ouais. Les États-Unis qui sont dans le business, mais les États-Unis sont complètement contrôlés par les lobbies israéliens. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais, et l'Europe est complètement contrôlée par Macron. Ah. Ce que la Russie a dit depuis plusieurs mois, c'est il a dit aux Américains, aux Anglais, aux Français, puisque vous fournissez des armes à l'Ukraine pour nous frapper, et qu'en plus vous aidez l'Ukraine à utiliser ces armes pour bien atteindre leurs objectifs, c'est ce qu'a très bien expliqué Erwan tout à l'heure, nous, maintenant, on pourra faire la même chose avec vos ennemis. C'est-à-dire qu'on va fournir des armes et de l'aide à vos ennemis partout où ça vous embête. Ça, ils l'ont dit et ils l'ont annoncé déjà il y a 2 mois. Donc, bien avant la doctrine nucléaire. Donc, la doctrine nucléaire, c'est un pas en plus. Et qu'est-ce qu'on a observé au fil du temps? C'est que d'une part, l'Iran avait des systèmes de défense antiaérienne très évolués, puisqu'on a découvert qu'ils avaient des S-400, ce qui explique pourquoi l'attaque aérienne israélienne il y a quelques semaines a été un échec. C'est qu'en fait, très vite, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas réussir et qu'il y aurait plein d'F-35 qui risquaient d'être descendus s'ils s'approchaient trop près de l'espace aérien iranien. Ça, c'est la première chose. Mais on constate que le Hezbollah a des missiles de plus en plus efficaces pour tirer loin et précisément, ce qui n'était pas du tout l'habitude jusque-là. Le Hezbollah, c'était pas connu pour avoir des missiles précis à 200 ou 300 km, ou même à 150 km. Or, pour l'instant, on observe tous les jours qu'ils progressent de ce côté-là, ce qui veut dire qu'on leur fournit, il y a des pays qui leur fournissent ce type de missiles, et Israël le sait, les États-Unis savent, mais c'est surtout les Yéménites. Les Yéménites, alors que le pays est complètement exsangue, donc le Yémen, après toutes les années de guerre, etc., c'est assez peu concevable qu'ils aient développé une technologie de missiles très précis, capable de faire peur aux navires de guerre américains ou étrangers. Or, depuis quelques semaines, pareil, le Yémen semble disposer de missiles extrêmement précis. Et il est probable qu'ils aient déjà entre leurs mains des missiles bien plus précis que ceux qu'ils ont utilisés jusqu'à maintenant, mais qu'on ne les a pas autorisés à utiliser tant qu'en fait un certain nombre de loquets n'étaient pas passés. Il est probable qu'avec ces nouvelles attaques de missiles, ces nouvelles déclarations de la France, etc., le Yémen fasse exactement ce que l'Ukraine est censée faire avec la Russie, c'est-à-dire être un proxy d'autres pays pour faire du mal. Et donc le Yémen pourrait très bien mettre au fond de la mer Rouge un navire de guerre français, ou un navire de guerre anglais, ou allemand, ou américain. Je ne pense pas qu'ils choisiront l'américain en premier. C'est toujours pareil. On prend, entre guillemets, les pays un peu moins puissants dont les soldats se feront calmer. Mais le fait, il faut bien savoir que le fait de descendre ou de tuer des soldats de l'OTAN en dehors de leur pays n'entraîne pas l'application de l'article 5. C'est-à-dire, si tu tues un soldat français en France, ou même en Pologne ou en Allemagne, en principe, s'exerce l'article 5, c'est-à-dire que toute l'OTAN est en guerre contre le pays qui a fait ça. Mais si tu les tues en mer Rouge, si tu les détruis en mer Rouge, ça n'entraîne pas la guerre de l'OTAN contre le Yémen, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ce sera un problème du pays en question.
Et à partir du moment où les pays vont voir que le Yémen a été équipé et qu'il est soutenu d'un point de vue logistique pour descendre des bateaux, ce qui est pas simple, hein. Non. Un bateau de guerre, ça se descend pas comme ça, tu vois. Ça coûte des centaines de millions. Évidemment, il y a plein de systèmes de brouillage, de défense, etc., de leurre pour empêcher tout ce type d'attaque, hein. Eh bien, ça pourrait changer la face des choses. D'autant que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure avec Erwan, et tu le disais il y a 5 minutes, hein, une fois l'étape suivante, le fait de descendre d'un bateau, c'est de fermer le détroit. On a vu à un moment l'Ukraine et même la Turquie avaient envisagé de fermer, tu vois, la mer Noire, ce qui aurait été véritablement compliqué pour la Russie, puisqu'en fait, ils ont un port en Syrie, mais la seule destination aller-retour pour les bateaux de ce port, c'est Sébastopol et réciproquement. Donc, s'ils peuvent plus passer par les détroits turcs, ils sont très embêtés. Et tu vois, pareil pour leurs sous-marins qui veulent aller en... Et donc, tout ça maintenant est calmé. Mais il se passe la même chose également dans la mer Baltique, puisque maintenant la mer Baltique, c'est quasiment une piscine de l'OTAN, avec l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège. Enfin, tu vois, il n'y a que, évidemment, la Pologne, il n'y a que l'OTAN. Donc les Russes ont dit d'ailleurs que c'est pas parce qu'il y avait l'OTAN partout qu'ils accepteraient de se laisser faire et ils continueraient à utiliser la mer Baltique comme ils le faisaient quand la Suède et la Finlande étaient encore des pays neutres. Donc on voit qu'il y a partout des zones de tension. En Géorgie, c'est pas réglé. En Arménie, les Américains prennent de plus en plus le pouvoir, peut-être pour le donner à l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce que tout est, en fait, tu regardes d'un côté, tu regardes en Ukraine, tu es sûr qu'il y a des gens qui travaillent pour faire exploser à un autre endroit où personne ne regarde. C'est pour ça que pour des pays comme la Russie, c'est très difficile parce que c'est pas un pays avec 400 millions d'habitants ou comme l'Europe ou 350 millions comme les États-Unis. Tu vois, il y a 130 millions d'habitants en Russie, c'est tout petit. Et donc, ils sont tout petits par rapport aux autres. Et donc, ils sont obligés de démultiplier, en fait, tu vois, leur diplomatie pour essayer d'avoir des informations qui viennent de partout. Et tu as tous les jours maintenant Poutine, Lavrov, qui sont dans des réunions diplomatiques avec tous les pays de ces zones à risque pour essayer au minimum que les pays soient pas contre eux et au mieux que les pays les informent de tout ce qu'ils savent avec leurs services secrets et leurs informations. Parce que la guerre, et ça c'est le plus important, le front de la guerre du Donbass coûte beaucoup de vies. Mais, entre guillemets, par rapport à la guerre globale, c'est pas l'enjeu principal. L'enjeu, c'est nos cerveaux. Donc, c'est les fausses informations, ce dont on parlait avec Erwan pendant la période où on s'est croisés, toutes les fausses informations. Donc, la manière d'essayer de faire croire aux gens autre chose, que Poutine est un tyran, que les injections ARN, c'est bien, que c'est super de vacciner les canards, et les gens finissent par le croire parce que c'est répété par des gens qui ont l'air très sérieux et très consciencieux. Mais en ce moment, la guerre, elle est partout. Le Venezuela, les Américains viennent de décréter que celui qui est arrivé deuxième ou troisième des élections contre Maduro, en fait, c'est lui qui avait été élu. On ne sait pas comment ils ont décrété ça, mais ils avaient fait la même chose à l'élection présidentielle précédente et ils le refont à chaque fois. Et donc, à chaque fois, ils disent que Maduro n'est pas digne et donc ça leur permet de confisquer des biens du Venezuela, de confisquer l'or, puisqu'ils disent on ne peut pas vous laisser récupérer votre or, puisque vous n'êtes pas le gouvernement légitime de votre propre pays. Wow. Mais non, mais c'est en ce moment. C'est-à-dire que les Russes, comme ils sont alliés avec le Venezuela, comme ils ont les Chinois avec le Pérou, etc., tu sens que partout, les Américains font en sorte, et c'est là où les anglo-saxons sont bons en revanche, mais c'est pour des raisons économiques, pour garder le contrôle de l'économie du monde entier, ils sont là. Alors que ce qu'on disait, c'est Israël, les lobbies religieux, eux, c'est quelque chose de
d'eschatologique, entre guillemets. C'est Lucifer pour, tu vois, le Christ qu'attend quelqu'un comme BHL, par exemple. Et pour Macron, bah, c'est beaucoup plus diabolique. Mais les deux se rassemblent complètement là-dessus. Donc on a la France et Israël, pour simplifier, qui sont dans l'eschatologie, Ouais. les États-Unis qui sont dans le business, mais les États-Unis sont complètement contrôlés par les lobbies israéliens. Ah oui. Ah oui, oui. Et Ouais, puis ça. l'Europe est complètement contrôlée par Macron. Ah, puis je considère que un des avantages des événements qu'on vit actuellement, c'est que maintenant on est capable de l'aborder directement devant tout le monde. Oui, Hein? ouais, ouais, Là, c'est là qu'on a besoin de gens comme toi, Bertrand, pour venir nous l'expliquer, là, parce que je sens qu'il y a une ouverture, là. On peut pas mentir de cette façon-là à la face du monde puis qu'il n'y ait pas de conséquences. Surtout quand on voit la réaction du Sud global qu'on appelle, là. À un moment donné, on comprend là, que on nous remplit ici en Occident, que les médias appartiennent aussi à un groupe qu'on dénonce ici, qu'on essaie de pointer du doigt, qui est très difficile de le faire. Et ça avance tranquillement, mais sûrement. Bertrand, on va terminer là-dessus. On va terminer l'émission avec le discours. Erwan m'avait demandé de finir l'émission avec ça, du discours de Vladimir Poutine cette semaine, là, justement sur la réponse des missiles balistiques. Est-ce que tu l'as écouté? oui, bien sûr. As-tu des commentaires avant qu'on termine l'émission là-dessus? Non, non, vas-y. Moi, je pense que Poutine, quand il dresse une ligne rouge, il l'a fait en février l'année dernière, il l'a refait là, de façon très solennelle, face à la caméra, face au peuple russe, face au monde entier. Et c'est la seule fois où il le fait. Et il faut vraiment l'écouter. Ah oui, OK, il a vraiment sorti de ses habitudes aussi pour montrer l'importance de la situation. C'est tout ça que tu es en train de nous dire, Bertrand? Exactement. Si tu veux, le 24 février, quand il annonce l'opération spéciale, il est exactement dans le même contexte. Et là, il est habillé encore plus sombre. Il faut regarder les vêtements de Poutine. Il est rarement habillé. Là, il est habillé comme s'il allait à un enterrement. C'est très, très important, ces détails. Il est habillé tout en noir avec une chemise blanche. C'est lugubre. C'est vraiment, il dit au maximum ce que je vais dire est extrêmement sérieux. Je ne parle pas juste d'un missile, euh, tu vois, noisette. Là, Ouais. il dit, je l'ai produit en série et c'est que la première étape de notre manière de réagir au fait que vous n'avez pas voulu respecter nos lignes rouges. Évidemment, il ne va pas dire ce qu'il va faire, mais il va le faire. C'est ça qu'il nous dit. Il n'est pas un peu comme Biden en train de parler devant des palmiers entre deux parties de golf. Tu sens que c'est une décision très très grave qu'il annonce. Bertrand, hein, si toi et moi, on sait que c'est Biden qui met de la pression, le président sortant, il sait lui-même, Poutine. Donc, on peut-tu espérer aussi qu'il soit patient, qu'il attende l'arrivée de Trump malgré les Il peut pas. provocations actuellement? Il peut pas. Il peut pas parce que si il laisse faire et que son adversaire comprend qu'il laisse faire, mais t'imagines tout ce qui va se passer dans les 2 mois qui viennent. Eux, en OK. fait, ils ont accéléré tout ça dès l'élection de Trump. Mais Trump, en fait, il va prêter serment le 20 janvier. Ouais, oui. Rien que même une semaine entre Noël et Nouvel An, ou au moment de Noël russe début janvier, et où tout le monde est en train de faire la fête dans les rues de Moscou, OK. imagine juste si ce jour-là, il y a un missile qui arrive, ou un Ah, drone. Je te rappelle quand même qu'il y a quelques mois, il y a un drone qui a atteint le Kremlin et qui voulait faire sauter le dôme
de la salle du Parlement russe. Tu me rappelles ça, Bertrand, parce que c'est pas la première fois qu'ils ont été frappés en profondeur depuis le 22 février. Mais en fait, c'était des drones qui avaient été envoyés de la banlieue russe. C'est-à-dire, c'était des agents secrets qui étaient infiltrés et qui avaient voulu faire une action d'éclat. C'était en août 2023. En août 2023. Et tu avais eu 2 drones qui étaient arrivés jusqu'au Kremlin. Donc, depuis, ils ont installé plein de batteries anti-drones, anti-missiles au-dessus de Moscou. Mais ils n'avaient jamais prévu que ça pourrait arriver comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des systèmes qui étaient vraiment autour de la Russie. Et après, il y avait d'autres un peu autour de Moscou. Mais ils n'avaient jamais imaginé que quelqu'un arriverait avec un gros camion, ouvrirait la porte et il y aurait des gros drones militarisés qui décolleraient à 10 ou 20 kilomètres du Kremlin pour aller vers le Kremlin. Si tu veux, tout ça, c'est des choses qui se sont brusquées, en fait. C'est comme un attentat terroriste organisé par une armée. D'accord. Merci, Bertrand. Et aucun pays au monde n'est capable de faire face à ça. D'ailleurs, même la France pourrait pas. Si tu vois, si quelqu'un d'une banlieue quelconque organise ça, et vers l'Élysée, il y aura quasiment aucun moyen de rien faire. Ah non, absolument. Donc, c'est vraiment suite au feu d'artifice, là, parce que moi, là, c'est ça, les images sont frappantes et on écoute les commentaires de Poutine. Merci Bertrand, puis on s'en reparle au besoin de la situation. Bye bye. Mais ça va évoluer tous les jours. Ah oui, oui, oui. Un matin, tous les matins, à 4 heures, s'il y a de quoi, on se parle. Toujours là pour toi. Merci. Alors, c'était Bertrand Scholler en direct de Paris, je crois, là, qui est venu s'ajouter à cette émission avec Erwan Castel. Merci beaucoup tout le monde. On écoute Vladimir Poutine qui s'exprime sur les missiles balistiques. Дорогие друзья, хочу проинформировать личный состав вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции. А именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. 19 ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Шторм Шэдоу» производства Великобритании и «Химмерс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые очевидно были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет «Атакамс» ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.
Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение. Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению. Напомню, Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов. Это 2,5-3 км в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается,
то напрасно. Ответ всегда будет. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui regardent la télé. Le problème, c'est pas qu'on vous donne de la merde. Le problème, c'est que vous acceptiez de la manger. Le problème, c'est pas le tyran. Le problème, c'est les esclaves.